Bonjour, bienvenue sur Indescent-Powa, au Geek Podcast, le retour de la vengeance du Fige 2024. La voix était étrange quand même, hein. On va pas se le cacher, la voix était un peu bizarre. Oui, c'est fait exprès. Ouais, je sais, mais c'est un petit peu, je sais pas, ça. Tu veux que je prenne une voix plus dure? Comme ça, soir. Alors, je pense que la décoration vous montre tout de suite chez qui on est, puis l'individu qui est là, ici, là, voilà. Coucou. Colline qui est juste là. Oui, voilà. On la voit pas à l'écran, mais elle viendra faire un coucou quand même. Voilà. Donc, on est sur le stand d'Entremonde. Tout à fait, ouais. Nous sommes le vendredi début d'après-midi. Oui, On est encore à peu près frétillant. à peu près, ouais. À peu près, hein. À peu près. Combien de temps? Voilà. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour directement sur ton stand. Carrément. On est comme Très ça. gentil, c'est Voilà, très on tape bien. l'incruste. Super, super. Bah, vous êtes toujours les bienvenus. Hein, Merci. Bon, en fait, on a méchamment tapé l'incruste. Du coup, ça va nous permettre de parler un petit peu de l'actu d'Entremonde. Bien sûr, carrément. Et puis, d'abord, avant de commencer avec l'actu, comment ça va chez Entremonde? Que ça va bien? Ça va très bien, ça va très très bien. On a pas mal de projets qui vont se lancer cette année. Colline est enfin passé avec moi à plein temps sur la maison d'édition. Donc ça y est, enfin, se lance dans le grand bain. Et voilà le plongeon exactement. Et du coup, on est plutôt content. Ça fonctionne bien. On va devoir faire réimprimer des Night encore. Donc ça c'est super, on a vraiment un vrai succès avec Night, on est vraiment très très content. Et du coup ouais, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt cool. Donc voilà, les chroniques aussi, on a un très beau succès avec. Donc, ouais. Sur les chroniques de l'étrange, parce qu'on avait reçu Romain et Cédric l'an dernier, chez vous aussi d'ailleurs, je crois. Aussi, oui. On avait longuement discuté des chroniques après la sortie, ce qui était vraiment super cool, quoi. Le retour un petit peu maintenant, on est quasiment à 1 an de la sortie. Hein. Bah, ça a plutôt bien marché en fait. On est vraiment content parce que la sortie du supplément a ramené en fait de nouvelles personnes vers le jeu et du coup Trésor Céleste et Terreur Spectrale. Et en fait ça a permis de tout écouler, quasiment tout est en rupture de stock. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment une communauté qui s'est créée aussi autour du jeu, comme avec Night en fait. Donc c'est vraiment super et on est vraiment content. Donc on réfléchit à d'autres adaptations de l'univers, ce genre de choses-là, voir ce qu'on peut faire aussi comme autre supplément, ce genre de choses. Donc ça va être cool, ça va être cool. Romain et Cédric ont toujours beaucoup d'idées, donc c'est super. C'est super. C'est génial, et c'est super. Donc on est très content de travailler avec eux, c'est top. On en parlait justement tout à l'heure en off. Ce qui est intéressant sur ces gammes-là et qui doit aussi créer de l'émulation autour des gammes, c'est tout ce qui est en libre autour, donc en libre, en gratuit, que ce soit du supplément de contexte ou du scénario. Ça doit aussi apporter une partie de communauté que d'autres n'ont pas forcément. Ouais, nous c'est un truc qu'on fait avec Colline. Depuis très longtemps, c'est de se dire, on l'a fait depuis Théocaline, donc ça commence à dater. Et en fait, on met toujours du gratuit en ligne, au moins tous les trimestres, on essaye. Là, on le fait avec les Taonettes de Chroniques de l'étrange, avec les Codex de Night, on l'a fait, et on va en ressortir 3 nouveaux prochainement aussi.
donc qui vont parler d'autres choses encore, donc c'est rigolo. Et on essaye toujours d'avoir ce côté communautaire, on essaye vraiment de faire en sorte de donner du gratuit tout simplement en fait, aux gens pour que le jeu vive. Parce qu'en fait on a remarqué qu'un jeu qui est joué, c'est un jeu qui vit tout simplement. Donc c'est important que les gens aient toujours de quoi jouer et d'alimenter les tables de jeu. Voilà. Et on va continuer aussi sur Night, ça sera pareil sur The Heist aussi, ça sera pareil sur Célestopol. Donc voilà, on va toujours avoir ce gratuit trimestriel qu'on va mettre en place sur le site. Voilà. Donc c'est économiquement, vous y retrouvez aussi quoi, du coup. En fait, oui. Après, c'est vrai que c'est pas forcément la question à laquelle on réfléchit, mais en fait, nous, on le remarque surtout vis-à-vis de l'émulation que ça peut créer vraiment en termes de groupes de gens en fait, qui vont apprécier à la fois la gamme, à la fois la maison d'édition elle-même, ce genre de choses-là. Donc, et nous, en fait, on est c'est ce que je dis souvent avec Colin, c'est qu'on n'est pas très bon vendeur, mais on aime bien en fait donner des choses. Donc c'est vrai que ça nous amuse aussi nous de créer, puis juste de proposer. Voilà. Et quand on demande à nos auteurs d'écrire des codex ou des taonnettes, en fait on les paye tout simplement, mais ça nous paraît normal, même si c'est gratuit, c'est logique en fait. Ça reste du contenu pour un jeu, et puis c'est important pour nous que le jeu vive. Donc voilà, l'existence d'un jeu, surtout notamment on le voit sur Night, avec tout ce qui est proposé, ce qui a été proposé en gratuit. Le fait qu'il y ait aussi une grande partie du système gratuit fait que le jeu a vraiment son public et sa communauté, et c'est très très important, quoi. Donc, c'est une des rares exceptions en français justement d'avoir un jeu avec une gamme quand même assez étendue et qui continue à vivre et avec une communauté qui est vraiment très impliquée. On le voit à chaque octogone, il y a des gens qui viennent costumés. Oui, tout à fait. Ouais. Fabuleux. Et non, ça c'est. Puis en plus, il y a le livre aussi qui est là. C'est un des. Financement participatif il n'y a pas longtemps, justement, pour un spin-off dans la même gamme. Oui, c'est ça. Voilà. Pour Paria, exactement, qui a très bien marché. Donc on va raconter encore autre chose. Et Paria, ça va être sympa parce qu'on va avoir un livre de base qui va constituer vraiment le cœur du jeu, avec une mini-campagne à l'intérieur. De quoi vraiment jouer un peu en Europe, donc dans l'Europe obscure, sous les ténèbres, donc dans l'univers de Night. On joue des rebuts, des parias, des gens qui sont pas des citoyens, donc qui survivent au jour le jour. Et en fait, chaque livre de domaine qui a été débloqué est un supplément. Et vraiment, c'est une ambiance différente à chaque fois, mais vraiment presque un autre jeu à chaque fois en termes d'ambiance. Et du coup, c'est assez rigolo parce qu'on a une ambiance très Frostpunk dans un des suppléments. On en a un autre, c'est nous les chasseurs et c'est nous qui traquons les bêtes. Enfin, on a vraiment des ambiances très très différentes à chaque fois, donc ça va être une belle gamme et on est content de ce qu'on a réussi à proposer. Ouais, ça va être top. Et du coup, on en arrive sur les prochaines gammes. Alors, il y a The Heist qui est là, et après il y aura Sébastopol. On commence par The Heist. Celui-là, on avait bien kiffé déjà l'an dernier. Trop bien. The Heist, on est en fin de production, du coup, donc ça, on est vraiment content. La majorité des choses ont été maquettées. Colin a terminé tout ce qui est côté éditorial sur le jeu, donc ça, c'est top. En plus, ça nous a permis de faire la rencontre d'un super relecteur, donc ça, c'est génial. Et du coup, on devrait sortir avec normalement pas trop de retard, on espère. On a quelques petits soucis de production même, mais bon, ça c'est notre lot à Entremonde, donc au bout d'un moment on s'y fait, c'est pas grave. Quand on veut faire fabriquer des boîtes, c'est toujours le problème, mais ça les boîtes et nous, ça a toujours été le cas. Je pense que c'est pas qu'Entremonde, c'est tout le monde, ouais. Et ouais, bien sûr, c'est toujours compliqué. Mais ouais, le jeu est bien, on est content, ça va être une très belle boîte. Il y aura 4 decks dedans, je crois qu'il y aura une douzaine de plans, il y aura 9 livrets, enfin ça va être un livre et 9 livrets. Enfin, il y aura vraiment de quoi jouer et du coup on est vraiment content des retours qu'on a aussi en salon. Parce que mine de rien, il y a un côté, un petit mélange jeu de rôle, jeu de société aussi qui est agréable. C'était ce qui était très intéressant justement, puisque Théo Rivière, qui est aussi auteur de jeux de société, et pas qu'un petit peu on va dire. Mais donc on rappelle vite fait le pitch, c'est qu'on joue donc des gens qui font des cambriolages et dans plusieurs types d'univers possibles. Tout à fait. En fait, on joue des membres de The Heist, qui est une agence, et on est toujours contacté par Jack pour accomplir des casses. Et du coup, dans ceux qu'on va proposer dans la boîte, pardon, pas durant la boîte, mais dans la boîte qui aura disponible, il y en aura un qui va aller, ça va du Nautilus jusqu'à un casse dans une tombe ancienne trouvée en Arctique, pardon. Enfin voilà, il y a de tout, quoi. Il y a vraiment de tout, donc il y a plein d'ambiances différentes. Il y en a un dans un tribunal aussi, enfin voilà, on a plein de choses différentes, donc ça va être très très cool, ouais. Ça va être très très cool et trouver aussi une façon de jouer un casse à chaque fois dans des lieux qui sont un peu
rigolo, enfin qui change vraiment d'ambiance. Ça va être super, ça va être top. Donc ouais, on est vraiment content du jeu, ouais, ça va être vraiment super. Et du coup, le gros projet. Hein, oui, Célestopol. Ouais, alors, Célestopol, moi j'en profite parce que je suis complètement fan de ce qu'écrit Emmanuel Chastelière. Donc Célestopol, Célestopol chez Libretto, Célestopol 1922 chez Homme sans nom, l'Empire du Léopard, Imlich chez Argile, et l'Empire du Léopard chez Critique, il y en a un autre qui va sortir en plus. Donc ouais, non, on a même un petit peu ce qu'il fait le monsieur. Voilà. Donc Célestopol, l'univers. Alors, on te laisse décrire, moi je connais, donc vas-y. Célestopol, l'univers, c'est... alors, il est beaucoup comparé à du steampunk, c'est pas exactement ça, on va dire. C'est un petit côté plus même dieselpunk, si on voulait être plus précis. Et en fait, l'univers de Célestopol, c'est un peu un univers bulle dans lequel on a ça fait penser un peu à Rapture, un peu à Bioshock, pour ceux qui connaissent. On a une espèce de personnage un petit peu tyrannique, entre guillemets, hein, qui a créé sa propre cité, là en l'occurrence sur la Lune. Et les joueurs dans Célestopol et les protagonistes vivent des aventures du coup dans une cité sur la Lune avec pas mal de conflits politiques. Là en l'occurrence ça sera une grosse partie du jeu, tout ce côté politique. Et aussi dans le jeu on met l'accent sur, dans le système de jeu, on va mettre l'accent sur qu'est-ce qui fait que toi en tant que joueur, en tant que personnage joueur, tu es intéressant à suivre comme personnage dans le jeu. Et en fait, les joueurs vont avoir ce qui s'appelle le spleen, enfin les personnages joueurs vont avoir ce qui s'appelle le spleen, et plus leur spleen va augmenter, plus ils vont être des gens du commun. Et du coup, l'objectif, ça va être de se mettre dans des situations ou vivre des situations qui font que, dans une fiction, ils sont intéressants à suivre en fait. Et du coup, on a encore fait un système un peu particulier, comme on fait à chaque fois, pour que les joueurs puissent avoir un autre type de jeu entre les mains. Et là, dans Célestopol, on questionne l'originalité des personnages, les histoires qu'ils vivent et ce genre de choses-là. Donc ça va être vraiment assez cool. En plus, l'univers est vraiment génial. Donc voilà, on a une super couverture illustrée par Bastien Gèze qui fait des illustrations magnifiques. Et il est en financement le 14 mars. Et on va proposer un financement vraiment assez restreint. On va proposer une campagne, un livre de base, un écran, un dé spécial, optionnel pour le coup. Et voilà, globalement c'est tout ce qu'on va mettre dedans. Et après le reste, ça sera du scénario, la version audio aussi de la partie encyclopédique, la partie univers, mais vraiment pas de contenu physique trop rajouté pour que la production aille vite et qu'on ait un financement un peu plus doux aussi pour le coup. Voilà. Donc, non, pas de boîte là pour le coup. Non, on aimerait bien peut-être un étui, mais on verra. Un étui avec un peu de terre. Non, de la terre de lune, tu vois. Ça, oui, ouais, mais oui. Puis c'est bien, c'est pas très cher en plus, tu vois, c'est rentable, c'est pas mal. Au niveau de la mécanique justement de Célestopol, tu peux nous en parler un petit peu plus, qu'est-ce qu'on va y retrouver? En fait, la mécanique se veut vraiment très très simple. On est vraiment dans un jeu d'intrigue et la mécanique se base sur 2d8 qu'on lance. Et avec un domaine et une spécialité, on va comparer ça à une difficulté qu'on va devoir en fait dépasser globalement. La difficulté est toujours de 13 et en fait en fonction des situations, on va avoir des malus qui vont se mettre en fait, qui vont nous baisser en fait le résultat qu'on va faire. Donc par exemple si je fais 15 à mon dé et que j'ai un malus de 6, je fais la soustraction et j'ai pas dépassé 13, du coup j'ai raté en fait mon jet de dé, c'est aussi simple que ça. Donc le jeu se joue juste à 2d8 et joueurs comme MJ dans le jeu vont pouvoir toujours décider de lancer ce qu'on appelle le dé de la lune, qui est un dé à 8 faces. Et lorsque le MJ décide de l'utiliser ou lorsque les joueurs décident de l'utiliser, ça va faire monter une petite jauge qui s'appelle la jauge de destin. Et en fait, ce dé-là va donner un côté très aléatoire à la situation. Et si on fait une pleine lune ou une nouvelle lune, on va avoir soit une catastrophe, soit un triomphe sur notre jet de dé. Mais du coup, on réussira quand même. Donc, par exemple, je vais crocheter ma porte. Logique, hein, action de base dans un jeu de rôle, je crochette une porte. Voilà, alors que je décide d'utiliser mon dé de la lune, je fais un triomphe, j'ouvre la porte et je tombe sur l'endroit où je voulais exactement aller. Donc exit le couloir avec les gardes, machin, etc. En fait, le plan que j'avais n'était pas le bon et je tombe directement sur l'endroit où je voulais aller. Mais je fais une catastrophe. En fait, j'ouvre la porte et l'alarme sonne. Ça active, ça amène les autorités, ce genre de choses-là. Voilà, t'arrives dans la cuisine, exactement. Voilà, t'arrives dans la salle de garde, voilà. Et du coup, c'est rigolo parce qu'on a ce dé-là qui permet vraiment aux joueurs d'avoir ce côté, de changer un petit peu ce qu'avait prévu le MJ, aussi ce qu'avaient prévu les joueurs. Mais du coup, c'est toujours la décision du MJ ou des joueurs. C'est jamais quelque chose qui est obligatoire à lancer.
Ça, plus le système de spleen dont je parlais, on a un système qui est vraiment très simple. Et on a aussi une mécanique d'aspect, où en fait les personnages sont tous définis par des aspects qui sont à la fois négatifs et positifs. Par exemple, l'aspect curieux qu'un personnage comme Sherlock Holmes ou Hercule Poirot pourrait avoir, c'est à la fois un aspect qui est négatif dans certaines situations et positif dans d'autres en fait. Donc là, en fait, on a ces aspects-là qui constituent aussi les personnages que le MJ pourra traiter en négatif ou en positif. Donc par exemple, curieux dans une discussion, ça peut amener parfois à des moments où on va poser des mauvaises questions aux mauvaises personnes, voilà, un peu gênante. Et à l'inverse, dans des situations d'enquête, ça peut aider. Donc voilà, donc on a voulu un système qui est composé de plein de petites choses, mais toujours très simple à jouer. Et vraiment s'axer vraiment sur le côté intrigue et le côté politique aussi, avec si je suis membre de la police secrète du duc, les révolutionnaires, d'autres factions vont justement être mes ennemis. Et à l'inverse, si je suis plutôt du côté des rebelles, ce genre de choses-là, je vais avoir des factions qui vont être alliées. Donc ouais, on est dans un jeu qui a plein de facettes, donc c'est plutôt cool. Ouais. Ça représente bien ce qu'a écrit Emmanuel d'ailleurs, avec toutes ces facettes qui composent son univers. C'est génial. Et il est très impliqué dans la création du jeu. Enfin, il écrit même d'ailleurs le jeu, hein, donc avec Julien Arnaud, qui s'occupe lui de la partie vraiment game design et scénario. Et voilà, du coup, donc ça va faire un beau jeu. Voilà, on est content. Au niveau des quelques illustrations qu'on voit pour l'instant, vous avez déjà des noms d'illustrateurs Tout à fait. On travaille beaucoup avec Bastien Gèze qui a illustré la couverture et qui va certainement illustrer aussi le livre de la campagne. On travaille avec David Chapoulet qui va travailler pas mal sur les personnages, donc qui est bien connu parce qu'il a travaillé beaucoup sur les chroniques de l'étrange, il travaille beaucoup avec nous globalement. Et nous on aime beaucoup ce qu'il fait sur les visages, les portraits, voilà. On a Damien Nagui qui va travailler sur les illustrations de décors. Damien c'est quelqu'un qui fait beaucoup de travail en style peinture. Voilà. On a Vincent Laïc aussi qui va retravailler avec nous pour des vues, des décors, voilà, donc quelques noms qui ont déjà travaillé avec nous. Et nous, on s'entoure vraiment de gens en qui on a confiance. Donc voilà, donc on a un petit groupe d'illustrateurs avec qui on travaille beaucoup. Et du coup, on essaye de continuer à travailler avec eux, quoi. Donc, voilà. Donc ça va être un bel ouvrage pour le coup. De toute façon, ce que j'allais dire sur Célestopol, que ce soit chez toi ou chez moi, enfin chez vous ou chez nous, c'est mieux comme ça, hein. C'est pas mal, ouais, c'est mieux. C'est hein. bizarre, sinon. Oui, ça fait un peu chelou, genre les mecs, c'est nous qui possédons le truc. Non, on possède rien. Que dalle. Plus sérieusement, donc de toute façon, je crois qu'on a prévu chacun de notre côté des invités, donc on va rediscuter de Célestopol, que Geek Power descend, donc c'est même déjà calé, a priori. Oui, de notre côté, en tout cas, c'est calé. Oui, bon, voilà. On a bien fait ça alors. On fait bien les choses finalement. Des fois, ça arrive. Ça arrive. Mais bon. Oui, c'est super. Ceci dit, juste deux dernières choses. Donc, on a aussi la nouvelle qui est tombée, et ça, je trouve ça super cool de revoir des boîtes françaises qui reproposent ça à essayer l'international. Donc, Night, qui va être proposé en anglais. Tout à fait. En mars, on va lancer Night sur BackerKit. Donc voilà, on a une société qui s'appelle All About Game, dont un des gérants ou même je crois le président est fan de Night à l'origine. Donc c'est un Français qui a la société qui en fait nous propulse aux États-Unis. Donc voilà, donc on a toute son équipe qui nous soutient, qui s'occupe de quasiment tout. Donc c'est assez impressionnant de se voir driver un petit peu là-dessus. Donc on est vraiment super content de ce qu'ils proposent, des idées qu'ils ont, enfin voilà, et ils connaissent très bien le marché aussi parce qu'ils ont porté pas mal de jeux, notamment des jeux de société. Donc on leur fait vraiment confiance. Donc voilà, on se lance dedans. La traduction est déjà bouclée, donc ça c'est top. Et en fonction de ce qu'on débloque, on va proposer des choses en plus. On va proposer aussi une version de luxe pour le coup, donc avec les armures réillustrées normalement. Normalement, on espère, si William a le temps, mais ça devrait le faire. Et aussi, pour le coup, là, un étui qu'on fera fabriquer, voilà, pour avoir une version un peu plus de luxe de Night, voilà, et qu'on proposera aussi au public français, pour le coup. Donc voilà, ça nous permettra de réimprimer aussi une belle version de Night avec des illustrations remises au goût du jour et tout. Donc voilà. On aura 3 bouquins. Et alors moi c'est la dernière question pour clôturer cet entretien. Donc là vous adaptez, donc on a déjà eu les Chroniques de l'étrange basées sur les romans de Romain D'Huissier.
Célestopol, basé sur les romans d'Emmanuel Chastelière. Est-ce que ça, du coup, c'est quelque chose qui vous plaît d'aller chercher les écrivains et puis d'adapter leurs univers? Vous avez d'autres projets, je devine. Quand on rediscutera en off, quoi. Oui, exactement, ouais. Nous, on aime beaucoup en fait parce qu'on a pas mal de contacts dans l'édition, notamment grâce à Colline qui est éditrice de formation. Et on a notamment des auteurs qui sont auteurs dans des maisons d'édition de romans et qui sont rôlistes ou qui aiment beaucoup le jeu de rôle. Il y en a beaucoup, hein, effectivement. Et du coup, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir qu'en fait, ils ont déjà fait beaucoup de travail de world building en fait, sur leur jeu, sur leur livre, pardon, que ce soit Romain ou que ce soit Emmanuel, qui ont déjà créé énormément de choses et qui en fait ont presque déjà on va dire découper le squelette, créer le squelette du jeu de rôle finalement, voilà, pour écrire derrière. Et du coup, que ce soit Emmanuel ou Romain, ça reste des personnes qui, d'une part, écrivent vraiment très très bien. Donc pour nous, en tant qu'éditeur, c'est du caviar. Voilà, vraiment, c'est vraiment génial. Donc ouais, c'est un truc qu'on aime bien faire. Et nous, on est des gros lecteurs avec Colline, vraiment, on lit beaucoup de romans et beaucoup de nouvelles. Donc c'est vrai que, ouais, ouais. Donc c'est vrai que des fois, on a des univers qu'on aimerait beaucoup adapter, même issus de la BD aussi d'ailleurs. Hein. Il y a des univers en BD qu'on aimerait beaucoup adapter. Donc c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qu'on aime bien. Et on travaille beaucoup avec L'Homme sans nom, justement. Il y a quelques romans chez lui qu'on aimerait bien adapter en jeu de rôle. Donc voilà. Voilà. Donc, et des choses vraiment super. Donc voilà. Donc, ouais. Et autre gros truc qui arrive aussi, c'est Night Spectre, qui est une boîte, donc c'est un burst, c'est une boîte de découverte, on va dire, de Night, un jeu qui est vraiment fermé dans l'univers de Night et qui raconte un peu la jeunesse de Night et comment s'est monté le Night, pour le coup, comment a été créé le Night. Et du coup, c'est une campagne en scénario qui sont assez courts, très très denses, avec c'est des scénarios très très intenses pour le coup. Et ça raconte la jeunesse de Night, comment le Night s'est monté. Et à force de le faire jouer, parce que là on a 2 tables de playtest, on s'est rendu compte que c'était pas un jeu épique comme Night, c'était presque plus un jeu d'espionnage finalement, donc c'est rigolo, parce qu'on se retrouve avec un jeu qui est presque un autre angle d'attaque, et c'est assez rigolo de voir que ça devient un jeu d'espionnage finalement presque, donc c'est rigolo ouais, de voir ce genre de choses là, ouais. C'est plutôt cool, on est plutôt content de ce que ça donne, donc on pense qu'on va le garder sous cet aspect là, ouais. Donc voilà. Bah écoute, on va pouvoir clôturer cette petite interview. Bon, c'est ça. Hein, plein d'infos à digérer déjà. Ouais, c'était très dense. C'est ça. Et puis merci de nous avoir accueillis sur le stand. Ça fait quand même une demi-heure qu'on vous embête là quand même. On prend la moitié de la place. Pas du tout. Non, c'est quoi. Et puis de toute façon, on se revoit bientôt. Parce qu'il y a un petit projet derrière toi qui arrive donc fin mars. 14 mars, mi-mars. Ça va arriver vite. Donc je pense qu'on a dû caler nos interviews, on n'a même pas une semaine d'intervalle. Ouais, je pense qu'il y a un truc dans le genre. Je pense que toi c'est un mardi, moi c'est un lundi. Non, nous c'est un jeudi. C'est un jeudi ? Je sais plus, enfin, on vérifiera, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. En tout cas, ouais, merci beaucoup Simon. Merci beaucoup, le bisou à Colline, hein, vous la voyez pas dans le cadre, mais elle est là. Elle est là. Elle tient la boutique, elle, pendant que monsieur raconte des bêtises. Ça fait tout le taf, hein, bravo. Moi je parle tout le temps, je fais que parler. Donc en tout cas, merci encore de nous avoir accueillis. Un très bon fige. Et puis on se retrouve bientôt pour discuter de la suite, quoi. Carrément. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À plus.